Bonjour à tous et à toutes. Donc Annick Gesbecker, donc moi comme vient de vous le dire Mireille, je suis en charge de la prospective RH et du strategic workforce planning donc du groupe Orange. Et ce qui veut dire qu'au quotidien, j'identifie, je croise, je synthétise en tout cas des grandes tendances sociétales, de marché, techniques, technologiques et bien sûr d'évolution de business pour anticiper les impacts, alors à 5 ans ou parfois même à 10 ans, sur nos emplois, nos métiers et nos compétences. Et donc ça s'appelle aussi le Strategic Workforce Planning. Et c'est au croisement, en tout cas, des process stratégie, business et RH. Et dans ce cadre-là, depuis 2023, le développement de l'IA sous toutes ses formes, alors que ce soit en particulier l'IA générative, hein, était au cœur de nos interrogations et de nos travaux en matière de prospective. Et en 2026, hein, c'est encore énormément le cas. La vague ne fait que prendre de l'ampleur. Voilà, ce qui m'amène aujourd'hui, du coup, à vous partager, alors non pas la prospective en matière d'intelligence artificielle, mais un cas d'usage, hein, comme il a été demandé, qui est déjà bien ancré au sein d'Orange, hein, puisqu'il est ancré depuis fin 2023 au sein du groupe Orange. Et c'est de ce cas d'usage-là, dont le nom de baptême a été Dinoutou, que je vous parlerai. Alors, c'est aussi un cas d'usage qui avait pris Vincent Le Serre, hein, notre DRH du groupe, hein, quand il était intervenu lors de votre journée. Alors, je ne sais pas si tous entre vous y ont participé ou pas, le 15 novembre, sur la journée, en fait, le forum exécutif. Mais j'aurai l'occasion, bien sûr, de rentrer beaucoup plus dans le détail, hein, puisque là, c'est une intervention de 1 heure. Et comme je l'ai indiqué dans le titre, hein, c'est avant tout une expérimentation pour tous des nouveaux usages d'IA et surtout en toute confiance au sein du groupe. Voilà. Alors, cet agent, enfin ce creuset en tout cas de LLM, et je vous en parlerai bien sûr de façon plus détaillée, hein, il est accessible aux 124 000 et quelques salariés du groupe Orange pour les expérimentations de nos nouveaux usages d'IA. Et ce que je vous partagerai, ça sera principalement sous l'angle de la capitalisation de ces innovations individuelles et d'équipe, parce que vous verrez, il y a des innovations qui sont le fait, enfin, qui ont été créées par des salariés ou par des équipes de salariés. Vous verrez, c'est vraiment sur les deux sujets que l'on mène au sein du groupe. Et alors, dans différents domaines, hein, l'efficacité, bien sûr, opérationnelle au quotidien, mais aussi des assistants dans les différents métiers et processus. Et bien sûr, non des moindres, l'IA, non pas comme aide uniquement à la production de données, mais comme IA, outil au service du développement des compétences. Voilà. Et surtout, comment passer à l'échelle, puisque, comme je vous le disais, c'est ouvert à l'ensemble des salariés du groupe. Alors, je vais tenter de vous partager les slides. Je crois que Marie vous les a déjà envoyés, mais ce sera peut-être plus simple. Donc, je tente le partage. Je tente le partage du document partagé. Est-ce que du coup, oui, a priori, Oui, on ça voit. marche. Ça a l'air de marcher. J'ose pas me mettre en plein écran de peur d'avoir des comportements bizarres. Si vous voyez, du coup, je laisse comme ça. Alors, si j'arrive à passer, voilà. Alors, l'humain, puisqu'on est vraiment sur de l'humain, est vraiment au cœur de la stratégie IA d'Orange, hein. Ça, c'est un slide et c'est le seul hein, que j'ai repris de la présentation qu'avait faite notre DRH, hein, Vincent Le Serre, mais qui pose vraiment bien les 5 piliers finalement de notre stratégie IA auprès des employés. Avec tout d'abord une formation massive à l'intelligence artificielle, en particulier générative, hein, dernièrement, avec plus de 65 000 salariés formés à l'IA générative. Il y a 2 mois, c'était l'inverse, enfin pas l'inverse, mais le 6 et le 5 étaient échangés. C'était plutôt 55, 56 000. Donc vous voyez, c'est un effort important.
Et dans cet effort important, bien sûr, il y a différents niveaux hein, de formation. C'est tout format confondu, c'est aussi bien de l'acculturation que de la formation sur les différents métiers en matière d'IA, mais aussi, et c'est ça qui est à noter, c'est pour plus de 25 000 salariés, ils ont été formés par la pratique, dans des ateliers pratiques qui ont été animés par des ambassadeurs volontaires qui constituent un véritable réseau, en fait, autour de cette thématique dans le groupe. Voilà, donc premier pilier, la formation. Deuxième pilier, et j'aurai l'occasion de revenir de façon détaillée sur ce sujet, notre outil donc d'Inutu qui rassemble en tout cas un certain nombre de LLM et de services que je vous présenterai et qui vient de fêter c'est plus de 100 000 utilisateurs uniques, donc utilisateurs différents hein, bien sûr, et qui a été mis en place en décembre 2023, donc depuis en un peu plus de 2 ans. On a réussi à convaincre finalement plus de 100 000 utilisateurs d'utiliser les LLM comme terrain d'expérimentation. Ensuite, la gouvernance éthique et responsable, ça c'est vraiment un point qui est important au sein d'Orange, avec la mise en place de divers aspects, un comité éthique hein, qui passe en revue l'ensemble des cas d'usage qui sont développés et incrémentés, une charte IA responsable, un certificat Gender Equality IA. Hein, on a été parmi les premières entreprises à être certifiées et la recertification a déjà eu lieu l'an dernier. Et bien sûr, voilà, tout ce qui peut contribuer en tout cas à la mise en place d'un cadre de confiance. Et je reviendrai beaucoup sur la confiance. Le dialogue social et la concertation avec les représentants de nos salariés, c'est un point important, aussi bien en France qu'à l'international, et aussi avec un institut des métiers qui est paritaire avec les organisations syndicales et qui a bien sûr étudié bah, l'acculturation et la prise en main finalement de l'IA par les différents salariés. Des cas d'usage concrets, alors aussi bien dans nos SI et dans nos process, dont les conditions de réussite alors sont beaucoup quand même liées à la qualité de la data qui est disponible, hein, on va pas se mentir. La data, elle est vraiment essentielle hein, dans ces sujets d'IA. Mais ce qui est sûr, c'est que on a de l'IA à la fois, bien sûr, dans nos différents métiers, sous format d'IA générative, sous format d'IA embarqué aussi dans nos différents outils en mode SaaS, au service de cas d'usage différents, aussi bien dans la détection d'incidents sur nos réseaux, l'assistance IA pour, par exemple, nos conseillers clients, en particulier nos conseillers clients par téléphone, pour améliorer en fait la fluidité de leur présentation et de leurs échanges avec les clients, d'optimisation des plannings de techniciens, et aussi bien sûr dans le domaine RH où on a notamment des assistants pour aider à la rédaction de fiches de poste, de tri de CV, toujours bien sûr dans le respect du cadre éthique et responsable. Voilà, donc de nombreux usages pour se concentrer ce qui fait vraiment valeur, en tout cas dans nos différents process. Alors, dis-nous tout, c'est un cas d'usage d'IA qui est très aligné avec notre nouveau plan stratégique, alors qui vient d'être présenté par notre directrice générale pas plus tard que il y a 2 semaines, et qui s'appelle Trust de Future. Vous verrez, la confiance est au cœur de ce plan, en tout cas stratégique. Et dis-nous tout, c'est une expérimentation pour tous et par tous. Donc, je vous l'avais dit, une adoption massive. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais on a une bibliothèque d'assistants, alors d'assistants qui sont déjà packagés et qui servent de capitalisation, comme je vous le disais, dans différents domaines. Et on en a voilà, plus de 800. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais certains ont été utilisés plus de 50 000 fois. Je vous en dirai plus tout à l'heure, hein, je fais un peu de teasing. Et puis, dans ce repository, en tout cas, de LLM, on a à peu près une vingtaine de versions de LLM disponibles, que ce soit des LLM de OpenAI, d'Anthropic, de Mistral, de Google, pour utiliser à chaque fois
les modèles les plus adaptés. Et ça, ce mot adapté, on verra concrètement comment c'est mis en œuvre aux différents usages. Alors, une expérimentation pour tous des nouveaux usages avec, comme je vous le disais dans le plan Trust de Future, une ambition d'expansion d'utilisation de l'IA dans toutes les opérations au quotidien. Alors, aussi bien dans le cadre de l'expérience client que la gestion du réseau dont je vous parlais, que des processus bien sûr internes et support, et que la création aussi de nouvelles opportunités de revenus. Ça, c'est vraiment notre plan stratégique. Et les données et l'IA sont vraiment au cœur du modèle d'innovation d'Orange. Et puis, bien sûr, en toute confiance, et la confiance, c'est vraiment la fondation sur laquelle le groupe a décidé de construire son avenir et son plan stratégique, qui se matérialise donc par alors, des LLM hébergés sur des tenants sécurisés, on dirait plus, et puis bien sûr, des assistants aussi labellisés, et j'y reviendrai aussi, une description très détaillée du fonctionnement, en tout cas des assistants qui sont proposés pour avoir une parfaite transparence. Voilà. Alors, quand on arrive, on va dire, sur les ressources, bon, ça, c'est quelques captures d'écran hein, que je vous ai mis dans cette présentation. On arrive sur un portail Orange qui est un portail qui est commun pour toutes nos ressources disponibles sur l'IA générative. Alors ça, c'est un premier sujet de capitalisation, parce que vous imaginez que dans un grand groupe comme Orange, il y a X outils et quelque part, il est important que les salariés ne soient pas obligés de scroller en fait tout notre intranet pour retrouver les ressources disponibles. Donc, on a à la fois des vignettes qui ouvrent sur plusieurs univers, quelque part, des univers d'outils avec il y a DataTool, Dinoutoo, dont je vous parlerai plus tard. Toutes les ressources de formation. Alors, c'est là aussi une page d'accueil unifiée avec effectivement des possibilités de sélectionner en fonction de son niveau et de son métier les formations qui semblent les plus utiles. Euh, on peut bien sûr télécharger la charte de l'IA responsable. Il y a un partage des use cases, en tout cas en IA générative, qui est proposé avec plus de 600 use cases qui sont publiés et partagés pour que les use cases, par exemple de la finance, puissent bénéficier à d'autres métiers et inversement. Et puis aussi des conférences, vous voyez Genia for All hein, sur la vignette à gauche en bas, qui sont des conférences régulières qui sont enregistrées et qui passent en revue finalement, les avancées des modèles externes, parce que la course dans les différents modèles va très très vite, et puis les récentes avancées internes, bien sûr, les versions qui sont mises à disposition ou les use cases ou les assistants, comme vous le verrez, qui viennent d'être mis à disposition des utilisateurs. Voilà. L'objet, c'est vraiment d'avoir le maximum de capitalisation pour que tous ensemble, les personnes puissent monter en compétence sur ces sujets et puissent utiliser en tout cas des assistants qui sont déjà packagés dans leur vie quotidienne. Alors, pour la charte éthique, je ne vais pas vous la lire, elle est un petit peu longue, mais je pourrais y revenir si vous avez des questions, bien sûr, dans le reste de la présentation. Alors, voilà. Donc, une fois qu'on a passé cet accueil global, on arrive sur Dinoutoo. Et ça, c'est l'écran d'accueil de Dinoutoo hein, qui est là pour utiliser en toute confiance les différents outils d'IA générative et qui nous propose en fait trois services. Finalement, un service, un environnement de conversation, de chat, un environnement de génération d'images et puis un environnement plus qui fait le lien avec des API et là qui s'adresse davantage aux développeurs pour qu'ils puissent plugger, bien sûr, leurs applications ou leur développement sur ces ressources, le cas échéant. Et puis, en particulier, je suis désolée, j'ai mes notifications. Oups, pardon, n'arrête pas de... Voilà. Et puis, sur l'environnement de chat,
nous avons en tout cas un choix de LLM. Et comme vous le voyez, vous avez des LLM, là on voit ChatGPT, version 4 nano, 4, ouais, 5 nano, vous avez aussi plusieurs versions, Mistral. Vous avez un certain nombre de versions, je disais une vingtaine à peu près, qu'on peut être amené à choisir en toute connaissance de cause, ou en toute connaissance en tout cas de l'impact environnemental, puisque vous voyez, vous avez un coût, mais surtout en fait le ICO2, enfin l'impact carbone. Et entre, par exemple, le GPT 4.1 nano que vous voyez là, qui a 0,019 grammes par 500 tokens. Si on prend par exemple, enfin, je regarde mes anti-sèches, le GPT 5.1 ou le GPT 4.1, on est à 0,46, donc on est à 25 fois plus finalement d'impact. Donc autant réserver ces modèles un peu plus lourds à des usages un peu plus complexes. Et pour ce qui est simple, voilà, on peut se consacrer sur des modèles un peu moins énergivores. Et vous voyez aussi que vous voyez voilà, quelques signes devant chacun des LLM. Donc là, c'est pour matérialiser ceux qui acceptent ou pas des images, ceux qui acceptent la réflexivité ou pas, et ceux qui effectivement peuvent faire des recherches sur Internet ou pas. Voilà. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel on est plongé quand on arrive sur cet outil d'Inutu qui nous permet de lancer des conversations au service de notre quotidien métier. Voilà. Alors, au-delà de ça et de ces conversations qu'on peut mener en mode libre, on va dire, on a toute une bibliothèque au service de la capitalisation qui s'appelle donc une bibliothèque d'assistants. Donc, je vous parlais de un peu plus de 800 assistants. Il y a un système de labellisation, puisque ça, vous voyez, ceux qui sont officiels, là, ils sont marqués d'une petite, pas vraiment une étoile, mais d'un petit carré ou d'un petit diamant, voilà, pour marquer le caractère de leur officialisation. Ça, c'est-à-dire en fait qu'ils ont été validés par notre équipe centralisée. Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, il y a aussi bien sûr une équipe centralisée, un centre mutualisé pour aider en fait tous ceux qui ont des use cases sur l'IA dans le développement en tout cas de leur use case et des outils adaptés. Et c'est aussi cette équipe centralisée qui labellise un certain nombre d'IA en s'assurant qu'il y ait une documentation et que, bien sûr, l'assistance soit optimisée. Voilà. Alors, chacun a la possibilité aussi, vous voyez, il y avait un petit message en haut, créer un assistant. Chacun a la possibilité de créer un assistant, alors qu'il réserve soit pour lui-même, pour en fait un peu automatiser un prompt qui a été, qui a été déjà expérimenté, qui peut partager avec quelques personnes ou qui peut partager avec une communauté beaucoup plus large euh, et le mettre à disposition, on va dire, de cette communauté, jusqu'à ce que, le cas échéant, ça puisse être labellisé. Alors, bien sûr, pour 800, il faut pouvoir rechercher. On a une recherche par thématique possible. Et on a à peu près 320 assistants qui sont labellisés par donc notre équipe centrale. Et un de ceux qui est, voilà, là, vous en voyez deux à l'écran, générer une présentation PowerPoint. Et cette génération de présentation PowerPoint, vous voyez, il y a plus de 50 000 utilisateurs. Alors ça, c'est quand j'ai fait la capture de l'écran la semaine dernière. Quand j'y suis revenue aujourd'hui, on avait 54 000 utilisations. Alors, c'est pas 1000 utilisateurs, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est 54 000 utilisations. Ce qui fait que ça croît, enfin, en tout cas, ça croît tous les jours. Et il a aussi son pendant, qui est un peu plus récent, qui est un peu moins utilisé, qui est créer un pitch à partir d'une présentation. Voilà. Voilà, ça c'est les best-sellers, on va dire, de la bibliothèque. Et je vous présenterai effectivement de façon plus détaillée cet assistant. Alors, si je passe
au slide suivant. Alors, si je passe au slide suivant, donc dans cette bibliothèque d'IA, comme vous voyez, on a, voilà, c'est là, vous voyez sur la gauche, c'est tous les filtres qu'on peut utiliser pour rechercher des assistants, puisque dans 800, il faut bien sûr filtrer pour rechercher et trouver ce qui est le plus adapté, avec des filtres par domaine, bien sûr, des filtres par langage aussi, puisque certains assistants sont multilingues, d'autres sont plutôt spécialisés sur une des langues. Et là, vous retrouvez quelque part les 6 ou 7 langues qui sont habituellement lesquelles nos messages, en tout cas aux salariés, sont traduits. Et là, vous voyez, en fait, on a des assistants qui sont plutôt, quand même, j'ai fait une sélection sur la vie quotidienne au bureau. Donc, ce sont ceux-là que des assistants quelque part transverses, chargés d'aider en tout cas des situations assez courantes comme formuler des objectifs SMART pour les managers, hein, donc pour lequel on a à peu près 3000 utilisations. Alors, c'est moins, bien sûr, que les 50 000 ou 54 000 que je vous ai cités avec la génération de PowerPoint. Surtout que le pendant en anglais, c'est encore 18 000 usages, mais qui sont quelque part aussi très aidants, comme analyser et résumer sur une chaîne de mail ou préparer un entretien pour un poste en interne, par exemple, qui est aussi utilisé. Voilà, comme vous voyez, là, vous voyez souvent qu'ils sont avec Dino2 Team. Donc, soit ça a été conçu et validé finalement par une équipe, et là, c'est l'équipe centrale Dino2 quelque part. Soit vous en avez aussi certains qui sont, alors là, vous ne les verrez pas, vous les verrez sur d'autres, qui sont en fait, qui ont été élaborés par un salarié et mis à disposition de l'ensemble de la communauté. Donc, ce que je vais faire en termes pour développer et rentrer un petit peu plus dans le comment, je vais vous détailler 3 assistants. Un générateur, le fameux générateur de présentation au format PowerPoint, qui est notre best-seller, comme je vous le disais. Un assistant davantage métier, alors dans un métier du marketing. Et puis un assistant au service du développement des compétences techniques. Parce que souvent, on imagine quand même spontanément l'IA pour nous aider à produire des résultats. Mais l'IA générative est aussi une aide précieuse, en tout cas dans les dispositifs d'apprentissage ou d'exercice, quelque part, notamment dans des environnements très techniques. Donc, c'est la troisième typologie d'assistant que je vais vous présenter. Voilà. Alors, maintenant, notre assistant, donc, générer des présentations PowerPoint chartées Orange. Très honnêtement, moi, dès la mise en place des LLM et dès nos premières expérimentations en 2023 sur ces sujets, j'en ai rêvé de cet assistant. Mais à l'époque, en 2023, très franchement, c'était absolument pas possible de générer quoi que ce soit de qualité ou qui corresponde en tout cas à nos standards avec des LLM. Et, euh, et effectivement, cet assistant a été mis en place là il y a à peu près 2 mois. Je crois que c'était en novembre, oui peut-être un peu plus. Allez, 3 mois. Et vous voyez, il a déjà, comme je vous dis, 54 000 utilisateurs, plus l'équivalent de 18 000 en version anglaise, hein, donc près de 70 000, si vous voulez, même plus que 70 000 utilisateurs en quelques mois. Donc c'est assez énorme. Donc c'est une vraie adoption. Alors peut-être juste pour vous faire revenir sur ce qui est important pour nous. Euh, Comment dire, le contexte, c'est que Orange, bon, a une marque et surtout une charte graphique qui est assez forte et qui est utilisée bien sûr en externe. Bon, ça comme toutes les marques, mais qu'on a aussi l'obligation d'utiliser en interne pour toutes nos présentations internes. Donc toutes nos présentations internes sont attendues d'être chartées. Alors
charté avec un certain nombre. Là, vous avez vu, on est sur fond noir ou sur fond blanc selon le cas. Et normalement, pour des présentations, c'est en fond noir. Pour ce qui doit être imprimé, c'est en fond blanc, avec une police de caractère Helvetica, là, des couleurs, donc uniquement des couleurs d'écriture, des couleurs aussi d'utilisation, voilà, pas de forme arrondie. Enfin, il y a tout un tas de, comment dire, de guidance euh, vis-à-vis de notre charte graphique voilà, qui est bien sûr public, enfin public, qui est sur notre intranet, mais qui doit être pris en compte pour chacune de nos présentations. Donc, c'est clair que un outil comme ça permet aussi de charter un peu par défaut finalement toutes nos présentations. Alors, euh, là, je vais vous présenter des choses assez précises parce que, comme je vous le disais, et ça, c'est dans notre charte aussi. Il y a une volonté d'une parfaite transparence, finalement, sur la façon, les modes de fonctionnement, en fait, des différents assistants ou des différents outils qui sont mis à disposition. Donc là, vous voyez, ça, c'est le guide d'utilisation, c'est ce sur quoi vous pouvez cliquer et qui indique en tout cas un certain nombre de chapitres. Vous voyez, il y a au moins presque une dizaine de pages pour décrire finalement cet assistant, les cas d'usage principaux, comment démarrer avec l'assistant, comment il fonctionne, quels sont les modèles de présentation disponibles, les mises en page, la gestion des images qui en est faite, puis les considérations environnementales et éthiques, et puis les aides fréquentes. Voilà. Donc, on a systématiquement en fait tous ces sujets qui sont détaillés finalement pour alors cet assistant en particulier, mais normalement l'ensemble de ceux qui sont labellisés, et qui sont officiels. Donc, générer une présentation, il est rappelé quand même que la logique de l'utilisation et du bénéfice, c'est de pouvoir en fait euh, insérer finalement dans l'assistant des documents d'entrée avec des formats variés, que ce soit du Word, du PDF, de l'Excel, de l'image. Euh, voilà, donc c'est assez libre comme format, et en tout cas pas des formats forcément mis en page. Qu'on utilise cet assistant et qu'ensuite, effectivement, on en récupère un livrable euh, qu'on amende ou qu'on modifie à la main à la marge. Mais en tout cas, 75 à 80% du travail finalement de présentation est déjà fait. L'objectif, c'est pas d'avoir 100% et vous verrez pourquoi, mais c'est effectivement de pouvoir avoir une première trame qui fait 80% du travail et de pouvoir la mettre et de la raffiner à sa main quelque part. Mais une fois que les bibliothèques d'images, la mise en page, les couleurs, les polices de caractères sont déjà mis au format. Donc c'est un gain de temps quand même qui est assez important. Donc voilà la page d'accueil. Alors, pour aller plus loin, dans la rubrique comment ça fonctionne. Donc on voit qu'en fait on est quand même sur quelque chose qui est un peu élaboré, puisqu'on a un utilisateur qui interagit avec le LLM, et je détaillerai, je vais essayer de passer en format, peut-être que c'est mieux, hein, vous verrez un peu mieux. Vous voyez toujours? C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est parfait. C'est bon? Ok, super, ce sera plus lisible. Donc un utilisateur qui interagit avec un LLM et ben, le type de questionnement, qui appelle ensuite via une API tous les fichiers descripteurs de la charte, des images, tout ce que je vous ai décrit, hein, qui est quand même assez roboratif, hein, et puis qui passe sur un petit utilitaire, enfin petit ou moins petit, hein, un utilitaire en tout cas qui est un développement en Python et qui permet de générer un lien qui charge le document PowerPoint. Pour éviter de faire plein d'allers-retours, hein, ce qui est quand même consommateur hein, de ressources,
Euh, le LLM pose un certain nombre de questions pour s'assurer en fait des choix de la personne. Donc définissez votre projet. Dans un premier temps, expliquez le sujet de la présentation, auprès de qui c'est, est-ce que c'est des collègues, donc en interne, est-ce que c'est des clients, est-ce que c'est des étudiants, le nombre de diapositives souhaitées, donc pour que le LLM puisse avoir une idée du type de présentation. Choisissez un modèle. Alors, est-ce qu'on est sur fond blanc, sur fond noir, style corporate? Voilà, on a une bibliothèque qui est avec la possibilité, selon l'usage, de choisir. Et ensuite, le LLM vous donne une réponse qui est, voilà, pour le slide 1, j'ai pensé mettre tel titre avec telle mise en page et telle photo. Enfin, donc, il y a une description finalement textuelle des suggestions, en tout cas, que fait le LLM et qui est à valider ou à challenger. Et ensuite, une fois que ceci est validé, effectivement, il y a appel à l'API et il y a appel au module finalement de dev, enfin le module de générateur en Python. Et puis bien sûr, bah, après, charge à nous de reprendre cette présentation et puis de l'amender ou de la modifier légèrement. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Et en matière finalement de considération environnementale et éthique, eh bien, on voit là que le modèle qui a été sélectionné, c'est GPT 4.1. Donc, je vous disais, GPT 4.1, c'est comme GPT 5.1. Par rapport au modèle qui était décrit dans la première page, c'est des modèles qui sont quand même beaucoup plus lourds. Et j'ai envie de dire, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup plus puisque c'est 25 fois plus. Donc, effectivement, c'est un modèle lourd, mais c'est le modèle qui a été sélectionné pour en fait donner des bons résultats. En revanche, comme vous pouvez le voir, il y a des conseils pour minimiser l'empreinte environnementale en planifiant les requêtes avec soin, en utilisant des instructions précises, et puis en acceptant quelque part de faire euh, le last mile à la main, quelque part, pour éviter de 3 fois, une ou plusieurs fois, en fait, de refaire tourner l'intégralité du modèle et de réduire ainsi le nombre de tentatives. Donc ça, c'est quand même voilà quelque chose qui est mis à disposition. Donc il y a la documentation, elle fait plusieurs pages comme vous pouvez le voir. Alors après, bien sûr que chacun est libre d'aller voir cette documentation ou pas, mais en tout cas tout est largement expliqué de façon extrêmement transparente. Donc voilà. Alors ensuite un autre assistant. Euh, L'exemple de l'assistant, alors j'en ai pris un plus métier, comme je vous le disais. Celui-là est officiel aussi. Et c'est pour générer un business model Canvas. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce que c'est qu'un model Canvas. Mais voilà, c'est dans le domaine du marketing, enfin de la stratégie marketing. Et ça a été établi par l'équipe Value Journée, donc qui sont en charge de ces activités-là. Et vous voyez là, le nombre d'utilisations est beaucoup plus réduite, puisqu'on a 116 utilisations. En même temps, autant on fait quand même des présentations PowerPoint de façon assez extensive dans nos différentes organisations et dans nos différents métiers, autant générer un business model Canvas, clairement, on n'en fait pas tous les jours. Et c'est bien normal qu'on ait beaucoup moins d'utilisation. Cela dit, quand effectivement on se retrouve face à sa feuille pour en générer un, même avec le tableau récap à remplir, ça peut être un peu stressant. Et là, l'objet, finalement, c'est vraiment d'aider la personne qui doit faire ce modèle Canvas, de l'aider à dépasser quelque part le sujet de la feuille blanche en proposant, bon, pour les différents items d'un modèle Canvas, c'est-à-dire quelle est la segmentation client, la proposition de valeur, les canaux, la relation client, les flux de revenus, enfin, ces sujets classiques, de pouvoir effectivement poser la question
de pouvoir utiliser et donner des exemples pour, euh, pour aider finalement la personne qui structure ce business model euh, à, euh, à, à rassembler en tout cas les idées dont elle dispose. Alors, ce qui est intéressant là, au-delà de la méthodologie et des différents chapitres d'un modèle Canvas, qui sont attendus et qui sont pas très différents de ce qu'on peut trouver un peu sur le net, c'est finalement la posture qui est attendue de l'assistant. Et donc là, ce que vous voyez à droite, dans le prompt système, avant de dérouler les différentes cases, quelque part, les 11 cases là, du modèle Canvas, c'est les règles d'interaction où on lui demande euh, d'avoir un processus structuré. Alors, tu poses une question à la fois, tu attends la réponse de l'utilisateur, clarté, concision, personnalisation, assistance proactive, hein, si l'utilisateur bloque, propose des exemples ou reformule la question, et d'amélioration continue, à savoir qu'une fois que le business model Canvas est généré, pour permettre à l'utilisateur de l'ajuster. Voilà, donc en fait, là, on est sur quelque chose qui est vraiment de l'assistance par le questionnement et par les exemples, finalement, pour des activités qui, là, clairement, sont pas des activités du quotidien. Voilà. Là, vous retrouvez ce que je vous ai montré sur le précédent assistant, hein, avec le fait qu'il a été labellisé. Là aussi, il y a une documentation. Alors, j'ai pas tout repris pour pas être trop répétitif. Il lui aussi utilise GPT 4.1. Et là, vous voyez le 0.2, vous voyez un espèce de thermomètre, c'est la température. Il y a aussi la possibilité de, en fait, fixer quelque part entre guillemets températures, c'est-à-dire le degré de créativité ou pas de l'assistant, et de fixer aussi euh, comment dire, la typologie de réponse. Est-ce que ce sont des réponses qui sont plus ou moins développées, plus ou moins détaillées? Voilà. Et puis, je passe à un troisième type d'assistant. Alors, il s'appelle l'exemple de l'assistant Dinutu Intervention. Alors, intervention, c'est au sens intervention technique dans le domaine des télécoms, hein, notre domaine. Et donc, c'est un sujet éminemment technique. Et là, dans cet assistant-là, l'objet, c'est plutôt, vous voyez, d'avoir en fait des exemples alors d'expertise d'un sujet, de créer des cahiers de travaux pratiques, de créer un atelier technique ou une bibliothèque d'activités. En fait, c'est pour finalement utiliser une base de données. Je vous dirai ensuite il est fabriqué quelque part, enfin, quel est le mode d'utilisation, à destination de l'apprentissage ou de l'utilisation de l'expertise. C'est pas de la production de résultats, c'est pas de l'aide à la production de résultats, mais plutôt l'aide à des dispositifs qui permettent d'apprendre. Alors celui-là, de la même façon, il est beaucoup moins utilisé. J'ai regardé, enfin ça apparaît pas là sur la capture d'écran, mais il a 117 utilisations. Euh, mais ce qui est intéressant de voir, vous voyez là en haut, alors, il n'est pas sur le même, pas sur du OpenAI, mais sur du Claude Sonnet, hein, sur l'Anthropique. Et puis, il utilise d'autres assistants, donc le générateur de points doc, enfin de documents Word, et le générateur en fait de, de PowerPoint. Et puis, il utilise aussi une base de données technique une base de connaissances techniques. Donc, si vous voulez, c'est plutôt un agrégateur à la fois d'une base de compétences, de connaissances techniques et puis d'autres assistants qui sont eux déjà labellisés. Et vous voyez, il n'a pas son petit diamant. Donc, celui-là, il n'est pas encore labellisé, mais il est possible, bien sûr, de l'utiliser. Voilà, il est à disposition de tous.
Voilà pour les trois typologies, en tout cas, d'assistants que je voulais vous partager. En conclusion, ce que je dirais, c'est que ce qu'on a essayé de mettre en œuvre chez Orange, hein, comme j'espère vous l'avoir largement illustré, c'est une acculturation très large des salariés au travers de formation et de montée en compétences, et puis surtout par la fixation d'un cadre de gouvernance éthique et responsable. Ça, c'est vraiment, et c'est pour ça que ça a pu être ouvert à l'ensemble des salariés. Donc ça, c'est la première chose. Un raisonnement par cas d'usage. L'IA, enfin, je pense que vous en êtes tous convaincus, mais c'est par cas d'usage et pas par métier ou domaine. On est à une granularité qui est quand même assez fine. Et les applications, elles sont quand même éminemment locales. Euh, la nécessité de data de qualité, bien sûr. Et puis, l'enjeu pour les RH, et là, je reprends ma casquette de RH et de prospective, c'est de réussir à faire corps social dans ce contexte qui est très incertain, bien sûr, puisque tous les jours dans la presse, on a